Salam alaikum Zoul, bonsoir. Rétro info de la semaine, comme chaque samedi. Et pour en parler, j'aurai avec moi ici Zoher Ruiz, secrétaire national de Jil Jadid. Merci Zoher. Bonsoir, merci Bonsoir. à vous. Et Nazim Taleb, membre du secrétariat national de Rachad. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Que des jeunes, nous sommes que des jeunes entre nous. Hein. C'est bien. Alors, les titres. Réflexion DZ, portrait, le fabuleux destin d'Abdelaziz Bouteflika, de l'étudiant au président de la République, par Ilyes Ben Abdeslam. Chouf Chouf, la mort dans la mer exil, par la rédaction. L'expression, le Knapest met fin à sa grève, l'empreinte de Bouteflika, par Saïd Bousta. Alors, les sujets d'aujourd'hui que je vous propose, donc le Front social, grève, la CNAPES, les médecins résidents, Bouteflika ultra présent. Le deuxième est la mort en exil. Beaucoup d'Algériens meurent forcés en exil. Et c'est le cas du professeur M. Oudouzi Allah Rabbi Rahmou, qui vient d'être enterré il y a quelques instants seulement à Alger. Et enfin, nous finirons par l'anniversaire de M. le Président Bouteflika, qui a eu 81 ans hier. Il entre aujourd'hui dans sa 82e année. Donc, on va parler un peu de son bilan. Alors, le Front social, la CNAPES faisait donc une grève qui allait de plus en plus fort. Et après la menace de licenciement des 19 000 enseignants qui étaient en grève et qui étaient de plus en plus rejoints par d'autres de leurs confrères, collègues. Après cette menace de licenciement, d'autres syndicats sont entrés en grève aussi. Et ça menaçait donc de s'embraser littéralement. Et Mme Benrabrit répondait que la grève était illégale, rendue illégale par la justice, par décision de justice, et que le licenciement des gens était nécessaire parce que c'était la loi. Et puis d'un coup, elle nous dit « Non, M. Bouteflika a sifflé la fin de la partie, il me demande de réintégrer les enseignants et de négocier avec le CNAPES. » Et le CNAPES suspend sa grève. Alors, à votre avis? Je laisse la parole à Zoher. Bon, ce qui est évident, c'est qu'effectivement, un certain nombre de mouvements sociaux sont en action. Ça veut dire que quelque chose ne fonctionne pas bien dans le pays. C'est-à-dire que tous les relais, tous les réseaux de discussion entre les représentants des différentes catégories de la population, les médecins, les enseignants, etc. Il y avait les retraités de l'armée avant, la police encore avant, etc. Ça veut dire qu'il n'y a pas de canal de discussion, de négociation, de prise en compte, d'écoute et de prise en compte des doléances. Cela, on ne le découvre pas là début 2018, on le dit depuis plusieurs années. Et depuis déjà plusieurs mois, nous avertissions sur le fait qu'un certain nombre de soubresauts étaient prévisibles compte tenu de l'autisme de ce régime qui finalement n'accepte de discuter qu'avec lui-même et avec les relais qu'il a mis en place lui-même. Si on prend par exemple, on parle du CNAPES, etc., évidemment, ils ne reconnaissent pas ce type de syndicat autonome, ils ne reconnaissent que ceux qu'ils ont créés eux-mêmes, c'est-à-dire l'UGTA. Mais comme l'UGTA ne joue pas son rôle et qu'elle est, son secrétaire général est plutôt, on va dire, occupé à ses propres affaires personnelles et non pas aux affaires à représenter les quelques adhérents qu'ils peuvent avoir. Donc vous avez là effectivement une rupture de discussion. Et puis la situation économique et sociale est telle que nous irons de plus en plus vers ce type de mouvement de contestation. Et pourquoi? Pourquoi nous devons aller de plus en plus? Parce que ce régime n'est pas en capacité d'ouvrir des canaux de discussion, parce qu'il n'a plus les moyens non plus, les moyens financiers, d'acheter la paix civile, la paix sociale plutôt. Mais justement, on dit que cette intransigeance de Benrabrit d'un côté et du ministre de la Santé de l'autre à l'endroit des médecins résidents était dictée par le souci, la crainte, la peur que si jamais il cédait aux revendications, cela ouvrirait la porte et serait comme un appel d'air à toutes les autres catégories sociales qui viendraient demander elles aussi à être satisfaites et comme vous venez de le dire, les moyens ne le permettraient plus. Absolument. Alors,
Peut-être qu'effectivement, il pense à tort ou à raison que cela ouvrirait la boîte de Pandore à d'autres mouvements. Mais je vais vous dire, ce type de descente vers une situation conflictuelle, et c'est inhérent à ce type de régime. Il peut essayer de canaliser, de boucher, etc. Il ne pourra pas endiguer ce qui va se présenter si de vraies mesures, si un vrai changement n'intervient pas en Algérie, ce pourquoi nous travaillons. Je parlais des mouvements sociaux, et puis en face, vous avez un régime, je disais autiste, mais qui, plus que ça, depuis plusieurs mois, est en chute libre. Ça veut dire que les institutions qui sont en principe censées discuter, s'asseoir à la table de négociation, ne font pas leur boulot. Vous avez parlé de la ministre de l'Éducation qui a une position, mais qui finalement reçoit visiblement un appel de la présidence, de je ne sais qui d'ailleurs. Elle change. Elle dit le président de la République. Oui, on lui prête beaucoup de choses. On lui prête beaucoup de choses. Il n'a jamais été aussi présent, alors qu'il n'a jamais été aussi absent physiquement. Mais ce n'est pas le cas de Macron. Macron dit qu'il a parlé avec lui. Oui, mais certains se précipitent même, on voit des images, etc., à faire croire qu'ils ont des discussions d'homme d'État à homme d'État avec lui. Mais enfin, tout ça, il y a eu un communiqué de l'Élysée, ce qui n'est pas rien, où il reconnaît avoir téléphoné, parlé, avoir eu un entretien assez complexe avec le président de la République algérienne. Sûrement. Son prédécesseur a parlé d'Alacrité, donc il est dans une continuité de ce point de vue-là. Il est en train de défendre les intérêts de la France, tout simplement. Les médecins résidents viennent d'appeler M. Bouteflika à intervenir. Et les médecins résidents, ils ne savent pas qu'ils ne parlent pas, qu'ils ne décident pas? Écoutez, ils viennent d'assister à la séquence avec le CNAPEST. Peut-être pensent-ils que finalement le recours, c'est la présidence, bien plus que peut-être que Bouteflika. Donc on verra bien comment tout ça va se dénouer. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'en face, ce que je disais, c'est que les institutions ne jouent pas leur rôle. Le Premier ministre est complètement absent. On ne sait pas d'ailleurs à quoi il sert finalement maintenant. S'il s'agit de discuter avec des gens qui sont inexistants ou dont on ne sait pas qui ils sont à la présidence, on va bien le voir. Ce qui est en tout cas très significatif, c'est ces mouvements de contestation qui sont là depuis plusieurs mois, et je pense que ça va continuer tant qu'on n'arrivera pas à un vrai changement. Mais pour le moment, pour ce qui est du CNAPEST, c'est fini. Ils ont suspendu leur mouvement. Mais Nazim, avant de vous donner la parole sur cette histoire de président qui est mis à toutes les sauces, c'est un peu comme si on voulait nous l'imposer à notre imaginaire. Ça veut dire que sans lui, rien ne peut se faire. Pour reprendre, par exemple, entre autres, la phrase de Gaïd Salah, quand il a... mais alors, il a fait un dithyrambe, un éloge incroyable au président de la République face à d'autres généraux. Et il a dit, surtout, une phrase que peu de gens ont relevée, le président a œuvré et il continuera d'œuvrer. Et les gens pensent que c'est plus qu'un appel du pied. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que nous venons d'apprendre qu'hier, les retraités de l'armée, les radiés de l'armée à Ouargla se sont confrontés avec des équipes de la police, je ne sais pas comment on les appelle, j'ai oublié, enfin les anti-émeutes, et qu'il y aurait de très nombreux blessés, dont certains graves, y compris parmi les rangs de la police anti-émeute, et que M. Hamel s'est rendu à Ouargla. Donc je vous laisse vous exprimer au sujet de M. Bouteflika, du Front social, des grèves, etc. C'est plusieurs sujets en même temps. Hein. Oui. Sur le sujet des grèves, il y en a dans tous les pays. Moi, ce qu'on déplore au niveau de Rachid, c'est le manque d'opacité. On ne sait pas qui est-ce qui prend des décisions. L'opacité ou l'inverse? L'opacité, pardon. Oui. C'est l'opacité. On ne sait pas qui est-ce qui prend les décisions. Donc, d'un coup, elle va radier 16 000. Le lendemain, au coup de téléphone, tout se calme. Et c'est pareil. On a une décision de justice qui est anticonstitutionnelle, qui donne raison à la ministre. On ne sait pas sur cette décision comment on peut arriver à un jugement pareil, alors que constitutionnellement parlant,
Les Algériens ont le droit de grève. Non, mais la justice a le droit de décider qu'une grève est illégale ou non. Si, par exemple, il n'y a pas eu de préavis de grève, parce que la grève est soumise à certains critères. Non, donc la justice, en fonction de la loi sur les grèves et des décrets d'exécution, peut décider qu'une loi est illégale. Elle a décrété la nullité de la grève sur la base que le CNAPEST, ils ont dit que c'était illimité. Ils ont pas, c'était pas voilà, par exemple. Voilà. Oui. Donc la justice, la grève, elle peut être limitée comme elle peut être elle peut être illimitée. Bon, bref. Donc encore une fois, c'est une opacité. On ne sait pas qui gère le pays. Et pour revenir à ce que vous disiez, c'est-à-dire que là, le président, c'est lui sur intervention. On connaît très bien, on voit les images, on sait très bien que le président, c'est un être humain comme tout le monde. Il n'est pas dans la capacité de gérer le pays. On le voit, je veux dire, c'est de visu. Quelqu'un qui a un AVC, c'est normal, il a une paralysie partielle, les capacités intellectuelles. Mais ce n'est pas ce qu'a dit M. Hollande et ce n'est pas ce que dit M. Macron. Mais M. Hollande... Ce n'est pas ce que dit M. Brahimi, ce n'est pas ce que dit M. Rennouchi, ce n'est pas ce que disent beaucoup de gens qu'il reçoit et qui viennent nous dire qu'ils lui ont parlé. Problème... Vous savez, moi... pourquoi ne parle-t-il pas aux Algériens? Moi, c'est ça la question qui me turlupine. Vous savez, moi, je n'écoute pas Hollande ou Macron pour savoir l'état de santé du président. Oui, mais vous n'êtes pas médecin non plus. Non, mais sans être médecin, on voit quand même l'état physique du président. Pour ça, il n'y a pas de doute. Voilà, donc voilà, je n'ai pas fait des études de médecine. Et Dieu sait qu'il est présenté sous sa meilleure forme, voilà, à ce moment-là. Donc il ne faut quand même pas prendre les gens pour des idiots pour dire que j'ai eu une discussion avec Bouteflika, je ne sais pas combien elle a duré, mais quand on voit le nombre de mots qu'il débite par minute, je me dis quand même que la discussion devait être très, très, très longue. Bon, bref. Donc cette opacité prouve en tout cas que dans la gestion, par exemple, de la grève, aujourd'hui, la grève s'est arrêtée. On ne sait pas, est-ce qu'il y a eu un écrit, est-ce qu'il y a eu un protocole d'accord? On ne sait pas. Ça s'est arrêté. Bon, ça s'est arrêté, je peux comprendre du point de vue de la CNAPEST. Ils ont été isolés, il y a eu un acharnement médiatique contre le grève. On a introduit encore une fois la notion de fitna. C'est des gens qui sont... C'est comme si les enseignants n'ont pas une cervelle pour pouvoir prendre des décisions d'une manière souveraine. Non, il y a une influence étrangère, une influence intérieure. Ce sont les islamistes, les salafistes qui mènent le CNAPEST. Ils n'ont pas eu une solidarité de la part des partis politiques qui se disent de l'opposition, personne n'est parti avec eux. Donc tout ça fait qu'effectivement, et quand vous avez quand même un syndicat où il y a quand même une menace avec 16 000 expulsés, moi, franchement, bon, le but c'est quand même qu'il y a un large front autour du CNAPEST. Ça ne s'est pas fait. Peut-être qu'ils étaient en position de faiblesse, mais on ne sait pas encore. Le protocole d'accord, je ne sais pas sur quoi ils se sont mis d'accord. En tout cas... Il n'y a pas encore eu le protocole d'accord. Il n'y a pas eu. Oui, mais... Un protocole d'accord est rendu public. Et il est tripartite. Il y a les deux parties et il y a une partie arbitre au milieu. Oui, sauf que le CNAPEST n'est pas reconnu par l'État. Donc je ne sais pas s'ils vont faire une... Mais non plus le choix. Voilà. Ils disent qu'ils vont discuter avec lui. Donc, en tout cas, c'est un revers aussi pour la ministre, parce que là, elle nous montre une sévérité qui n'a pas... qu'on ne voit pas dans d'autres pays, même s'il y a des grèves, mais on ne décide pas, en tant que ministre de la tutelle, de virer 16 000 personnes en pleine scolarité et qui met à mal toute la scolarité de plusieurs enfants. C'est quand même pas, je veux dire, c'est grave quand même comme décision de dire, vous faites la grève, et ben je vais vous... peut-être c'était un coup d'estomac pour faire peur aux gens, peut-être. Les inciter à reprendre. Mais encore une fois, c'est une gestion très approximative des affaires de l'État. Le deuxième point que vous avez soulevé, c'était les médecins résidents qui appellent aussi Bouteflika à intervenir. Comme les médecins résidents appellent M. Bouteflika à intervenir. Ça veut bien dire qu'il n'y a pas une gouvernance qui est normale dans notre pays. C'est-à-dire qu'en course, finalement, qu'est-ce qu'on a l'impression? C'est qu'on va vous court-circuiter, puisque vous, ministre de la tutelle, vous n'êtes pas capable de prendre votre décision. Donc on va passer par la présidence, je ne dis pas le président parce que je ne sais pas, mais par la présidence qui va sûrement donner satisfaction à nos doléances. Donc finalement, on court-circuite, c'est-à-dire que Nazim, toute la crédibilité du gouvernement, aussi bien du ministre que du Premier ministre, elle est mise à mal. Mais Nazim, est-ce que ce n'est pas aussi reconnaître que celui ou ceux qui décident à la place de Bouteflika sont réellement très puissants?
puisque tout le monde sait que ce n'est pas Bouteflika qui décide, mais tout le monde, en faisant mine d'appeler Bouteflika à la rescousse, est en train, en fait, d'appeler ceux qui se cachent derrière lui. Et donc, c'est reconnaître que ces gens-là sont vraiment capables de tout régler dans ce pays. Alors, non, attendez, il y a quand même, il faut pas prendre la phase Knapest comme si c'était la finalité d'un... Mais les médecins résidents aussi. Non, mais attendez, c'est d'une lutte, les luttes commencent, Monsieur Benchenouf. Le bateau prend l'eau, là on est en train de colmater, comme on dit, une tumeur par un pansement. Non, ça va continuer parce que les déficits et l'état des finances de notre pays ne permet plus ce qu'on a fait en 2011, c'est-à-dire payer rétrospectivement 3 ans en arrière, augmentation des salaires, etc. Donc les grèves vont continuer. Donc là, pour le moment, on a gagné un peu de répit avec le Knapest. On va continuer, peut-être ils vont satisfaire aux revendications des médecins résidents, mais c'est un leurre de croire que les manifestations vont cesser en Algérie. Ils vont que croître, ils vont aller d'une manière exponentielle, ça c'est évident. D'ailleurs, et tu as tout à fait raison, la reculade de la ministre vis-à-vis du Knapest, elle s'est faite au moment où les élèves se sont mis en mouvement. Au profit de leurs professeurs. Au profit de leurs professeurs, oui. en soutien à leurs professeurs. Et donc, tout le monde a compris à ce moment-là que nous allions vers un mouvement beaucoup plus large, beaucoup plus important. C'est pour ça que tu as raison de dire que les grèves vont continuer sur d'autres secteurs aussi. Et c'est bien pour tuer dans l'œuf ce qui se préparait de ce côté-là que la ministre a dû reculer sur instruction de la présidence. Et donc de discuter avec une organisation que le gouvernement ne reconnaît pas et elle n'est même pas autorisée comme tout autre syndicat. Donc vous voyez un peu toute cette inversion qui est en cours et finalement une fuite en avant de ce régime. Mais une fuite en avant qui semble se précipiter. Vous n'avez pas une impression d'accélération des événements? La chute libre du régime, elle est en accélération depuis un petit moment. Donc, sinon, nous n'aurions pas ce type de dysfonctionnement à la tête de l'État. Si vous reprenez, avant Ouihia, il y avait eu un Premier ministre qui a été dégommé en quelques semaines. Ensuite, il y a eu interférence des oligarques dans la prise de décision au plus haut sommet de l'État. Ensuite, vous avez un Premier ministre qui subitement a disparu de la scène politique. Une ministre qui prend des décisions mais qui revient suite à un coup de fil qu'elle aurait reçu, et ainsi de suite. Donc vous avez là toutes des institutions qui sont en chute libre, et donc c'est la fuite en avant, on essaye de colmater, sauf que ça a été dit, il n'y a plus les moyens de colmater, c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas fini avec les mouvements sociaux, tant que nous n'avons pas fini finalement avec ce régime qui ne cesse de mourir. C'est ça aussi la réalité, c'est que ce régime est en pleine décrépitude. Je disais il y a quelques mois ici même que c'était en train de se lézarder. Désormais, les brèches sont béantes, c'est clair. Et que tant que nous n'avons pas fini avec ce régime, sa chute va continuer jusqu'à ce qu'on en finisse. Et reste à confirmer cette information des retraités de l'armée avec cette confrontation avec les unités de police à Ouargla qui auraient fait de nombreux blessés, dont certains très graves. Nous dit-on, sous toute réserve, bien sûr. Nous allons passer au deuxième sujet, la mort en exil d'Algériens, forcés à l'exil, bien souvent, d'une façon ou d'une autre, qui, pour beaucoup d'entre eux, se font inhumer dans le pays. Ça a été le cas aujourd'hui du professeur Msaoud Ouziala. Nous allons voir quelques images, puis nous allons parler un peu de lui, et des autres aussi. Alors, en attendant que les images arrivent, professeur Msaoud Ouziala a été élu fils en 1990, je crois, c'est ça. Élu local au niveau de Ain Taïa. Lui, il est né à Ain Taïa, il vivait à Ain Taïa. Ses concitoyens donc, ont décidé de l'élire. Et ça lui a ouvert les portes de l'enfer, parce que depuis, dès l'interruption du processus électoral, il a été arrêté. Il a passé 4 années au sud, dans un camp d'internement. Puis en 90, quand il est sorti, en 96, il était assigné à résidence
contraint à un émargement chaque jour au service de police. En 1996, il a été enlevé de chez lui par ces fameux groupes qui enlevaient des gens qui les faisaient disparaître. Il a été sauvé grâce à sa mère, qui a poussé de you-you depuis sa terrasse et donc qui a fait sortir tous les voisins qui ont identifié la police. C'est ça qui lui a valu de pouvoir revenir chez lui. Après, donc, il a dû fuir le pays, se réfugier en France, et il n'est plus revenu. On a refusé de lui donner un passeport parce qu'il n'a pas voulu signer la fameuse charte pour la réconciliation. Mais Saoud Ziada se distinguait par une chose, Rabbi Rahmou. Malgré tout ce qu'on lui a fait endurer, il était très tolérant, très pacifique. Il appelait les gens à la réconciliation. Il appelait les gens à essayer d'aller les uns vers les autres, de reconnaître leurs erreurs respectives. Et il ne tenait qu'à une seule chose, que toute la vérité soit faite sur ces événements. Toute, y compris contre les islamistes eux-mêmes. Nous allons voir quelques images et nous allons parler de lui et de tous les autres exilés. Au cimetière de Sidi Mohamed, après la levée de corps qui a eu lieu depuis son domicile, ou le domicile de sa famille. Voilà. On nous dit... moi, j'ai rencontré ces enfants ici, ces deux fils et sa fille, qui étaient vraiment très mal, ils adoraient leur père. Et je n'ai pas pu voir son épouse, mais... j'ai vu par image sa mère à Alger qui était vraiment très choquée. Et donc voilà. Je constate, je ne sais pas si vous voyez la même chose, que la plupart des gens semblent être d'anciens militants du FIS ou des militants du FIS, mais on voit très peu de jeunes. On pourrait en parler peut-être de cet aspect des choses. Voilà. Voilà, donc nous allons en parler. Zoher Rouis, pas comme Saoud Ziada, de très nombreux Algériens sont morts en exil. Hein, c'est terrible. C'est le lot de plusieurs personnes, en tout cas Allah yarhamah et toutes mes condoléances à sa famille. C'est le lot de plusieurs personnes qui effectivement subissent l'exil, volontaire ou involontaire. Le plus illustre d'entre eux, un exil volontaire, c'était Hussein Aït Ahmed. Il est mort dans l'exil et Dieu sait ce qu'il a apporté au pays, à la révolution algérienne. Et finalement, voilà, il est revenu au pays une fois mort. Et donc, il y en a d'autres aussi, des exilés involontaires. Des assassinés. Des gens qui ont perdu la vie. D'autres qui ont été exilés par le régime, comme Mofdi Zakaria, Msalih El-Haj. Il y en a énormément. Alim Sili qui est mort assassiné. Et d'autres qui ont été contraints à l'exil et qui ne sont plus jamais revenus au pays ou revenus dans un cercueil. Khidr en Espagne. Khidr, oui. Et donc, s'il fallait une raison pour se battre pour la démocratisation de son pays, il y a au moins celle-là, il y a au moins celle-ci. Il n'est pas normal que des gens soient acculés à l'exil parce qu'ils ont peur pour leur vie, parce que le marhoum a eu peur pour sa vie de manière avérée. Et donc, son seul crime est d'avoir été élu par son peuple. C'est incroyable. Oui, donc voilà, il y en a un certain nombre et je vous dis, voilà, s'il y avait une raison pour s'engager pour libérer le pays d'une telle absence d'état de droit, eh bien, il y a celle-ci, se battre pour ceux qu'on a acculés à l'exil, ceux qui ne peuvent pas revenir voir leur famille, ceux qui ne peuvent pas vivre dans leur pays. Donc, et ça, ce n'est pas normal. En tout cas, moi, ça fait partie des raisons qui explique mon engagement depuis tant d'années pour la démocratisation de l'Algérie et l'établissement d'un État de droit. Deuxième, j'ai remarqué que sur les réseaux sociaux, vous avez tous dû suivre la même chose, c'est quand des barons du régime meurent, généralement ici à Paris, des généraux, des ex... C'est presque à la limite de l'impudeur, tellement les gens se réjouissent de leur mort.
On les voue au diable. On dit, ah voilà, hein, finalement, tu as fini par crever. Hein. Je m'excuse d'utiliser ces termes ces termes-là qui sont utilisés, et pire encore. C'est incroyable. Et M. Oziala, qui a été leur victime, moi, ce qui m'a étonné, c'est que, y compris les gens qui ne sont pas islamistes, y compris les gens qui combattent l'islamisme politique, tous ont rendu hommage, ont rendu honneur à cet homme et ont déploré tout ce qu'il a subi. C'est quand même, d'une certaine manière, une justice, quelque part. Bon, je saisis cette tribune aussi, باش نترحموا على الزيالة ربي يعطيهم الصبر. Bon, je voudrais quand même faire un petit bilan de ce qui s'est passé suite au coup d'État de 92. C'est 250 000 morts, 30 000 disparus, des millions de réfugiés et des centaines de milliers d'exils et des milliards de dollars de dégâts. Puisqu'on parle des exilés, combien d'exilés, des talents que l'Algérie a formés avec l'argent des Algériens qui finalement ont dû s'exiler suite à ce coup d'État et qu'on a retrouvé, il faut vous rappeler, Oziala, qu'il était néphrologue, il était connu pour faire des greffes de reins, que malheureusement, quand on voit l'état de santé de l'Algérie, comment l'Algérie aurait pu profiter d'une compétence, et là je ne parle que d'une seule personne. Vous avez une autre personne qui dirige l'Institut, le Health Institute aux États-Unis avec 400 milliards de dollars de budget. Vous en avez plein, des gens, des illustres Algériens qui ont fait des études qui pouvaient contribuer d'une manière importante à l'émergence d'un vrai pays que l'Algérie. On a un pays magnifique, on a un climat magnifique, et malheureusement, on sent cette chape de plomb où l'Algérien aujourd'hui n'arrive plus à souffler. On a vraiment besoin de desserrer un peu le corset parce que, et ce régime, malheureusement, on le voit depuis 62, c'est d'échec en échec. Et quand on veut exprimer notre devoir, c'est la matraque, c'est les prisons, c'est la torture. Et malheureusement, Oziala, c'est vraiment le représentant de cette Algérie qui pouvait être une autre Algérie, que malheureusement, aujourd'hui, c'est un pays miné par la corruption, par la médiocrité. Quand on voit des gens comme le président du FCE qui ne sait même pas aligner 2 phrases en français, c'est quand même honteux. Des gens comme ça, bon bref. Donc c'est quand même un drame pour notre pays. Et ça nous fait pleurer parce qu'on aurait aimé avoir une autre Algérie. L'autre aspect aussi, c'est que vous avez dit, ça c'est très important, c'est que cette volonté nous, au sein de Rached, on n'était pas contre une charte pour la réconciliation et la paix, mais à condition d'établir la vérité, un minimum de vérité et de mémoire, savoir qui est-ce qui a fait quoi. Enfin, à la limite, on le fait comme en Afrique du Sud. On désigne le coupable, on désigne celui qui a tué, on désigne celui qui a pillé les richesses de l'État. Après, à l'Algérien, connaissant son bon cœur, il aurait peut-être excusé, mais faire une réconciliation où on criminalise finalement la victime et on sanctuarise le bourreau, c'est ça qu'on n'accepte pas. Un détail que je me suis rappelé, je vous laisse poursuivre. Ali Belhaj a été interdit de participer à ses funérailles. On peut être contre Ali Belhaj pour lui, mais à ce point, priver quelqu'un d'un droit aussi naturel, de pouvoir assister à des funérailles d'un ami, d'un parent, c'est quoi cette histoire? C'est l'état de non-droit, c'est celui-là. L'état de non-droit, c'est le fait du prince. Ali Belhaj est privé de ses droits politiques, il me semble. Il n'est pas prévu, il n'est pas interdit de mouvement en Algérie. Il peut, lui comme d'autres, effectivement se mouvoir et participer à ce qu'il a envie de faire. Mais ça, c'est vraiment une illustration de ce qui se passe dans ce pays depuis tant d'années par ce régime qui effectivement emprisonne, dénie le droit à la justice, envoie les gens à l'exil s'ils veulent sauver leur peau,
asphyxie les gens à l'intérieur et qui ne trouvent d'autre échappatoire que le harga ou l'immolation, discute avec des grévistes quand il veut et selon ses propres conditions, reconnaît telle ou telle organisation, se crée son propre théâtre et sa propre télé, et ainsi de suite. C'est tout ça. C'est un château de sable qui va finir par tomber. Mais, Zoher, est-ce que ce régime n'a pas réussi quelque chose, une vraie gageure? Ça veut dire il a mis en place une sorte de climat, il a mis les Algériens les uns contre les autres, et comme ça, il peut se permettre d'attaquer les uns ou les autres avec le soutien des uns ou des autres, à chaque fois. Aujourd'hui, très peu de gens défendent Ali Belhaj, par exemple. Pourquoi? Parce que c'est un islamiste. Ah, c'est très mal vu, c'est très malvenu de le défendre. Et inversement, si jamais un laïc ou quelqu'un qui soit de cette mouvance se fait embêter par le régime, jamais un islamiste n'oserait le défendre, parce que sinon il serait traité d'apostat ou de je ne sais quoi. Est-ce que ce régime finalement n'a pas réussi à diviser les Algériens à un point où il joue vraiment sur du velours? Oui, je ne sais pas si c'est encore une réalité. C'est sûr que ça a existé, c'est sûr qu'il en a joué. C'est sûr qu'il a monté les uns contre les autres, évidemment, et ça a été la réalité des années 90 et ultérieures. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est encore d'actualité, si c'est encore une réalité, tant est que les Algériens ont finalement bien pris conscience de plus en plus de la situation, du fait que le problème, c'est ce régime, finalement. Mais sur les réseaux sociaux, Zoher, excusez-moi, moi ce que je vois, ce n'est vraiment pas ça. Jamais ça n'a été aussi virulent, surtout de la part de certains éradicateurs, que maintenant. Ils font feu de tout bois. C'est-à-dire que vous pourriez prendre Ali Belhaj, le couper en petits morceaux, vous en trouverez toujours des gens qui vous disent bien fait pour lui. Oui, on n'empêchera jamais des irréductibles, hein, c'est clair, mais je ne suis pas certain que ce soit la majorité. Maintenant, c'est aussi à la classe politique de jouer son rôle, hein, et de faire en sorte que, justement, elle trouve un consensus dans lequel la majorité des Algériens peut se retrouver et sortir, finalement, de ce jeu qu'affectionne particulièrement le régime de monter les uns contre les autres. On va essayer d'avoir Rachid Mesli pour 2 ou 3 minutes, un petit témoignage. Est-ce qu'il est avec nous, Rachid Mesli? Il ne peut pas, malheureusement, il est occupé. C'est dommage. Nous revenons au troisième sujet. Hier, donc, nous avons fêté l'anniversaire, le 81e anniversaire de M. Bouteflika. 19 ans au pouvoir, bientôt 20 ans, et peut-être un 5e mandat, reparti pour un tour. Alors, qu'est-ce que vous seriez tenté de lui dire? Bon, j'allais quand même déjà continuer parce que vous m'avez dit que vous alliez me laisser finir, mais vous avez oublié, c'est pas grave. Oui, allez-y, je vous en prie. Non, vous avez dit quelque chose d'important et on peut aussi, par rapport à ce que disait Zoher, oui. Je partage quand même une grande partie de ce qu'il a dit chez la jeunesse. La jeunesse, vous avez dit qu'elle n'était pas présente lors de la manifestation. C'est mon avis personnel, voilà. Je peux me tromper. La jeunesse aujourd'hui, ils ne sont pas aussi dogmatiques que les gens de 90. C'est pour ça que chez les jeunes, généralement dans ma Facebook, il n'y a pas cet acharnement où il y a une dichotomie entre islamistes et laïcs. La jeunesse aujourd'hui, ils sont très peu politisés parce qu'ils ne croient plus à la politique. Ceux qui étaient peut-être dans le camp islamiste, ils voient qu'aujourd'hui les partis islamiques sont au gouvernement et ils se gavent très bien. Ceux qui étaient dans les travailleurs, ils voient Louisa Hanoun qui défend bec et ongle Bouteflika, même si elle critique son Premier ministre et les ministres, etc. Donc ils ne croient plus à la politique. Le problème aujourd'hui, le problème de la jeunesse aujourd'hui, c'est la malvie, c'est le chômage, c'est le hogra, c'est l'exclusion, c'est la marginalisation, c'est voir quelqu'un qui n'a jamais fait d'études, qui n'a jamais fait d'efforts, qui devient milliardaire et que lui, il n'a rien. Donc tout ça, ça fait partie du problème de la jeunesse algérienne. Et malheureusement, effectivement, c'est un bien parce qu'ils ne font plus confiance à la politique et c'est aux gens de politique maintenant de prouver qu'ils peuvent inspirer confiance. Mais aujourd'hui, je crois... Nazim, c'est un point. D'abord, d'un côté, sur les réseaux sociaux, ces gens-là sont bien présents. Je sais qu'ils sont une minorité, une infime minorité, mais ils sont très actifs, comme toutes les minorités agissantes et comme toutes les majorités silencieuses. De l'autre côté, les partis politiques n'existent plus.
Il n'existe plus quasiment. Oui, c'est ce que je Vous nous parlerez un peu de Gilles Jadid, ce qu'il essaie de faire, mais d'une manière générale, notamment ceux qui ont été soi-disant des grands partis, comme le FIS, le FFS, le RCD, le RND, le FLN, ce ne sont plus que des façades en trompe-l'œil. Il n'y a rien derrière. Ben oui, c'est ce que je vous suis en train de dire. Il n'y a plus de confiance parce que les partis politiques qui sont censés faire de l'opposition, qui sont censés, je dirais, transmettre les aspirations du peuple, ne le font plus. Donc forcément, les jeunes, il y a une désaffection complète du politique. Et juste pour finir... Je reviens à vous. Zoher, puisqu'on a parlé des partis, en très peu de mots, je pense, très franchement, je pense la même chose de Gilles Jadid. Il est très présent sur la scène politique, parce que les jeunes qui le composent sont très actifs. Mais moi, je suis sûr que si vous sortez dans la rue, vous ne pourrez pas rassembler 10 000 personnes. Je ne sais pas si, en tout cas, si on avait la possibilité de le faire, on pourra à ce moment-là le vérifier. Oui. Ce qui est clair, et j'espère, j'ai bien entendu ce qui a été dit. J'espère que tout le monde a à l'esprit que l'exception, c'est quand même Gilles Jadid par rapport à ce qui est dit sur ces partis politiques-là. Les autres partis qui ont été cités, le plus jeune d'entre eux a une bonne trentaine d'années. Oui. Et ils sont complètement déconnectés de ce qui se passe réellement dans la société. Je n'ai vu aucun autre, en dehors de Gilles Jadid, aller dans la rue, sur le terrain et discuter avec les gens. J'en ai vu aucun autre. Alors, Gilles Jadid le fait très régulièrement, y compris ici à Paris. Il le fait partout en Algérie. Et c'est la raison pour laquelle on sait, je peux le dire, et je ne veux pas jeter des fleurs à Gilles Jadid, vous le savez, on s'est rarement trompé sur l'opinion du peuple. Lors des précédentes élections, on savait ce qu'il en était réellement. Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas, vous et tous les autres, à avoir prise sur l'opinion publique, à pouvoir drainer les foules, comme l'a fait le FIS, comme l'a fait le FFS à un certain moment. Mais ce n'est pas quelque chose qui est inhérent à Gilles Jadid, c'est quelque chose qui est inhérent à la société elle-même, l'état dans lequel elle se trouve. Une démission collective ? En tout cas, ce bourrage de crâne qu'on a mis aux Algériens sur le fait que si vous bougez, il va y avoir des problèmes. La Syrie, la Libye. Ce qui se passe à nos frontières, mais on a remis aussi au goût du jour quelques images, rouge, oui, voilà, quelques images des années 90. Donc tout ça, et probablement d'autres, tout ça participe effectivement à, je ne dirais pas une démission, peut-être à un attentisme de la part des Algériens, mais il y a aussi, c'est ce que j'allais effectivement dire, il y a aussi une classe politique qui ne donne pas confiance, qui aujourd'hui prend une position, le lendemain prend une autre, elle a un pied dans le gouvernement, dans le régime et un pied dans l'opposition. Tout ça brouille. Dont les représentants ou les leaders se goinfrent au râtelier, sans se cacher. Et tout ça brouille les pistes. Qui hante les travées du fameux Parlement. Absolument. Alors, et tout ça brouille les pistes, c'est ça que sur lequel je voulais finir. Ça brouille les pistes et complexifie la chose pour Gilles Jadid et pour tous ceux qui sont de bonne volonté, qui ont envie de faire quelque chose. En tout cas, moi je voudrais profiter de votre antenne. Gilles Jadid continue sur le terrain son action et samedi prochain, le 10 mars, à 13h30, à la salle Algéria, il va fêter son 7e anniversaire. Je parlais de l'âge des autres partis. Gilles Jadid aura 7 ans. Et vous verrez, sur ce meeting-là, de samedi prochain à 13h30 à la salle Algéria, qu'il y aura un grand événement sur lequel Gilles Jadid va... Vous allez le voir en action avec d'autres partenaires. Une surprise ? D'autres partenaires. Une surprise ? On va rester dans l'initiative politique qui a été lancée par Gilles Jadid, mais avec d'autres partenaires, justement pour avancer ensemble. Parce que c'est ça aussi. Ce ne serait pas l'annonce de ce fameux candidat unique du consensus ? On va attendre samedi prochain. En tout cas, bon anniversaire. Merci. Je vous encourage vraiment. Moi, j'aime bien ce parti parce qu'il fait tout ce qu'il peut, en tout cas. Et jusqu'à preuve du contraire, il est composé de gens intègres. Merci beaucoup. Mais sinon, alors, au propos d'anniversaire, l'anniversaire de Fahamatoho. Bonne transition. Voilà. On ne peut pas mieux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur l'anniversaire de notre président ? 19 ans, hein ? 19 ans de règne.
Déjà depuis 62, Il était déjà... il était élu et ministre. Oui. C'est-à-dire que moi, 62, j'étais pas né, je suis né en 78. Oui. Donc mon père, il l'a connu Oui. quand il était élu à Tlemcen. Moi, je l'ai connu. Qui sait, mon fils, il le connaît, parce que j'ai un fils qui a 8 ans. Ah bah, Donc ça veut dire que depuis 62, il est... ça veut dire, il d'après vous, il va fêter son siècle, alors. Voilà. Donc c'est malheureux, encore une fois, c'est malheureux. Quand on voit des pays, surtout anglo-saxons, hein, je ne prends pas la France comme une référence, parce que la longévité chez les Français, elle est aussi symptomatique de la... En tout cas, les derniers ministres, ils sont jeunes. Hein. François Hollande, Sarkozy, Macron. Oui, ça a commencé, mais quand on voit les élus, vous avez quand même des gens qui ont 7, 8 mandats derrière. Oui, oui, c'est vrai. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que, par exemple, je prends des Cameron, des Tony Blair, ils font leur mandat, on ne les voit plus. Ça y est, ils ont fait leur boulot, bien ou mauvais, on ne les voit plus. Ouais. Bouteflika, le président Bouteflika, ça fait depuis 62, d'échec en échec. Et je me rappelle, moi, d'une phrase qui m'a choqué du président Bouteflika, qu'il a dit « Si je n'ai pas un vote massif des Algériens, ça veut dire qu'ils se complaisent dans leur médiocrité. Je les laisse à leur médiocrité. » Ben, j'invite vraiment le président, aujourd'hui, à regarder cette vidéo et voir ce qu'il laisse derrière. Mais est-ce qu'il est en état de pouvoir regarder cette vidéo et de comprendre ce qu'il disait? Ou c'est la présidence, comme maintenant on aime à l'appeler, la présidence. Et on revient à Ouziala, ce message que nous, même on est opposants, on aime notre pays. Oui. Moi, j'interpelle Saïd Bouteflika, ceux qui sont derrière, qui ont les reins de ce pays. Qu'est-ce que vous voulez laisser comme pays derrière vous? C'est ça la question. C'est que votre frère, il a 81 ans, il va mourir comme tout le monde. Qu'est-ce que vous allez faire? Franchement, c'est naïf, hein, c'est naïf, mais j'appelle à un sursaut de dignité. Laissez un pays au moins, faites une ouverture démocratique, laissez la presse, laissez les partis politiques. Aujourd'hui, même des partis politiques, d'ailleurs, une correction, quand j'ai parlé des partis politiques, je ne visais pas Gilles Jadi, je parlais des partis politiques qui ont accepté. Alors, en opposition, ils s'opposent et après, ils participent aux élections locales et législatives, etc. Gilles Jadi, moi, je trouve qu'il ferait un travail formidable compte tenu de la situation. C'est-à-dire, quand on voit la désaffection... plein de fleurs aujourd'hui. Non, mais c'est vrai. Au contraire, nous, à Rached, on est pour que la société civile soit forte. On n'est pas juste pour que les gens soient à Rached, bien au contraire. On veut une transition où des gens qui ont vraiment une emprise sur le terrain puissent faire cette transition. On n'a pas intérêt, peu importe le parti, que laisser filer les choses, que l'insécurité s'installe. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une société civile. Gilles Jadi participe à solidifier cette société civile. Ce n'est pas facile parce qu'ils ont derrière un long héritage de promesses non tenues, comment dirais-je, où on donne des postes parce qu'on connaît, parce que c'est la région, parce qu'il est de Tlemcen, parce qu'il est de Constantine, parce qu'il est de Chaouia. Donc ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Et surtout après le coup d'État 92, on a criminalisé carrément l'acte politique. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des gens qui font partie des partis, alors de vraies oppositions, où on les interpelle. Nous, on fait des réunions, par des fois, on interpelle ceux qui ont assisté, quand bien même c'est juste des professeurs d'université, ils veulent assister, voir à quoi on ressemble à Rached, etc. Ils se font interpeller, convoquer au commissariat. Pourquoi vous êtes partis à la réunion de Rached? Et ça, c'est inadmissible. Chaque Algérien a le droit de faire de la politique et je n'ai pas besoin de demander un quelconque agrément, ni une autorisation, ni quoi que ce soit. Voilà, c'était ça ce que Zoher, quelqu'un très connu, politiquement parlant, algérien, qui s'est relativement retiré un peu, m'a confié il n'y a pas longtemps, il m'a dit quelque chose de terrible. Il m'a dit ce régime a réussi quelque chose de vraiment tragique. Il a réussi à nous anesthésier, à extirper de notre sein tout ce que nous avions de positif. Et au point où aujourd'hui, il m'a dit comme ça, hein, il n'y aura de sursaut, il n'y aura de relèvement que lorsqu'il n'y aura plus d'argent. Mais tant qu'il y a de l'argent, les Algériens ne bougeront pas. C'est terrible hein, comme constat. C'est terrible et en même temps quasi insultant.
Oui, parce que pendant très longtemps, le régime, grâce aux moyens ici des hydrocarbures, a réussi, ce qu'on disait tout à l'heure, à acheter la paix sociale. Mais on a bien vu que finalement, il y a eu des périodes où il y avait encore beaucoup de moyens et ça n'a pas empêché les Algériens de bouger. Les émeutes en Algérie ne sont pas de 2017, 2016, elles datent des années 80. Finalement. Et pourtant, il y avait les moyens. Donc, il y a toujours eu une volonté de liberté. Il y a toujours eu un sursaut, certes pas majoritaire, certes disséminé sur le territoire, mais il y a toujours eu ces mouvements de demande de respiration dans ce pays. Avant 80, en 71, il y a eu le fameux sursaut de l'UNEA, oui, l'Union nationale des étudiants algériens, qui a été sauvagement réprimée et dont beaucoup de leaders ont été corrompus par Boumedienne et envoyés à l'étranger. Ouais. Mais ces sursauts-là ont continué jusqu'alors. Et tout ça est un signe d'espoir, finalement, plutôt qu'un signe de désespoir. Et ces sursauts-là se sont amplifiés. Ils sont de plus en plus... dans le temps, en tout cas, ils surviennent beaucoup plus rapidement dans le temps. Et tous les mouvements sociaux dont on a parlé sur la première séquence portent en eux les germes aussi d'une demande de respiration et de libération, au-delà des demandes purement corporatistes. Il y a aussi l'envie, quand on voit les médecins résidents dire « je veux bien faire mon service, mais j'ai envie de le faire dans de bonnes conditions, de dignité ». Et donc, il y a aussi une demande de dignité et de liberté. Donc, je ne suis pas certain qu'avec l'absence de tout moyen financier, ce n'est qu'avec l'absence de tout moyen financier que les Algériens revendiqueront leurs droits. Je ne suis pas certain qu'il y ait une corrélation. Une corrélation mais exacte sinon, entre les deux. Vous parlez des médecins résidents. Les médecins résidents, on dit publiquement, nous, on ne fait pas de politique. Nous, on assume nos revendications purement corporatiste et purement social. Ils l'ont dit. Oui, mais c'est pour ça que je parlais à ce niveau d'élite, à ce niveau d'intelligentsia, des gens viennent vous dire non, non, nous, on ne fait pas de politique. Ne nous utilisez pas, ne venez pas manifester à nos côtés, n'essayez pas de nous aider, nous, on ne fait pas de politique. Vous imaginez ? Ce que vous dites là, je peux en témoigner. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous les avons soutenus, nous avons eu des discussions avec eux. Effectivement, ils n'ont pas souhaité que leur message soit brouillé. Nous respectons, il n'y a aucun problème. Néanmoins, ce que je voulais dire que les revendications corporatistes contenaient ce niveau de demande de dignité pour eux-mêmes. Et voilà. Et donc, il y a forcément cette conscience politique. Donc, aujourd'hui, pour revenir à votre sujet, vous comprendrez que ce n'est pas l'anniversaire de Bouteflika qui m'importait, mais c'est celui de mon parti. Pour être juste 2 secondes un peu égoïste, mais au-delà, c'est son bilan. C'est son bilan. Qu'a-t-il fait de l'Algérie? 19 ans de pouvoir. Nous allons consacrer une émission à 1000 milliards de dollars, une société dans laquelle les gens meurent en exil, si on veut en rester juste sur le sujet d'avant, une société où il y a des revendications, moult revendications et qu'on essaye de tuer dans l'œuf avec la matraque. Donc c'est cela le bilan d'Abdelaziz Bouteflika. C'est celui de la cessation de paiement à laquelle nous a parlé le Premier ministre, Ahmed Yahya. Finalement, c'est le bilan d'Abdelaziz Bouteflika. C'est tout cela son bilan. Donc il est temps d'en sortir. Et de nouveau, en tout cas, je vous invite, j'ai déjà eu l'occasion de le faire. Vous êtes cordialement invités, tous les Algériens et les Algérois en particulier. Merci, rappelez-nous la date. Samedi prochain, 10 mars, 13h30. Salle Algéria. Salle Algéria, Didouche Mourad. Et vous êtes tous cordialement invités. Merci, nous, on ne peut pas y aller. Moi, je ne peux pas y aller. On refuse de me remettre un passeport, malheureusement. Alors, avant de vous laisser le mot de la fin, il nous reste après 2 minutes, je viens de dire que l'UNEA, Boumedienne avait corrompu ses leaders et il a envoyé faire ses études. D'ailleurs, il avait utilisé à l'époque les islamistes pour absolument, mater les absolument, communistes. Il utilisé. Mais je veux corriger une chose pour ne pas être injuste, c'est que parmi les leaders de l'UNEA qu'il a envoyé faire des bourses, il a donné des bourses pour faire des études à l'étranger, il y en a aussi beaucoup qu'il a forcé à l'exil. Je vous laisse le mot de la fin, il nous reste après 1 minute et demie. Alors sur quoi vous voulez que le mot de la fin porte ? Sur le bilan de M. Bouteflika, 19 ans.
Bon, c'est très difficile de faire un bilan en 5 minutes. Même pas, en 1 minute. En 1 minute. Oui. Et alors, bon, pour ne pas être populiste, il y a eu des constructions. On a construit l'autoroute Est-Ouest. Il y a eu des logements qui ont été construits. Il y a eu l'Ansège. Ça, c'est une réalité. On ne peut pas le nier. Malheureusement, la façon dont ça a été fait a été catastrophique. Une opacité complète, une corruption qui est endémique, des secteurs, malgré l'injection de plusieurs milliards, qui sont complètement en souffrance, notamment la santé, l'éducation. Donc ce bilan, il est, à mon avis, vu ce qu'il a engrangé comme milliards, pouvait être beaucoup mieux. Donc pour moi, c'est un bilan d'échec au niveau économique. Double échec au niveau politique. Alors culturel, on n'en parle même pas. Une vue culturelle en Algérie, ça n'existe même pas. Donc je resterai, malgré certains points positifs, c'est quand même un constat d'échec. C'est un bilan d'échec quand même. Merci Nazim Taleb, merci Zoher Rouis, merci à vous chers amis de nous avoir suivis.